Et si le véritable problème n'était pas que tu ne sais pas comment créer la vie que tu veux, mais que, sans te rendre compte, tu essayes encore de créer cette vie depuis une identité qui ne croit pas qu'il est réellement possible pour toi. Parce que nous parlons énormément de rêves, d'objectifs, de manifestations, de motivation, de discipline. Nous parlons de changer nos habitudes, de modifier nos pensées, d'améliorer notre mindset. Nous cherchons constamment la bonne méthode, la bonne stratégie, la bonne décision à prendre, comme si notre réalité allait changer uniquement parce que nous aurions enfin trouvé la bonne manière de faire. Mais il y a une question beaucoup plus profonde que nous oublions souvent de poser. Qui est la personne qui essaye de créer cette réalité? Parce que tu peux avoir un objectif magnifique et continuer à prendre des décisions depuis une identité qui ne se sent pas légitime à l'obtenir. Tu peux vouloir la liberté tout en vivant depuis une identité qui a besoin de l'approbation des autres. Tu peux vouloir l'abondance tout en restant profondément fidèle à une version de toi qui a appris que demander plus était dangereux, égoïste ou irréaliste. Tu peux aussi vouloir changer de vie tout en continuant chaque jour à regarder cette nouvelle vie depuis les yeux de la personne que tu étais hier. Et c'est peut-être là que beaucoup de transformations s'arrêtent. Nous essayons de changer notre réalité sans comprendre que notre réalité est constamment rencontrée, interprétée et façonnée à travers l'identité depuis laquelle nous la vivons. Alors peut-être que la vraie question n'est pas seulement comment créer la vie que je veux. Peut-être que la vraie question est qui suis-je en train d'être pendant que j'essaye de la créer. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions ensemble une question. Et si nous ne vivions jamais simplement la réalité, mais toujours la réalité à travers l'identité depuis laquelle nous la percevons? Et si pour transformer profondément notre vie, nous n'avions pas seulement besoin de faire autrement, mais plutôt de devenir consciente de celle depuis qui nous pensons, croyons, choisissons et agissons? Be the one. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Et aujourd'hui, nous allons parler d'identité, de souveraineté et de création. Pas de création dans le sens où nous contrôlerions absolument tout ce qui nous arrive. Pas non plus cette idée parfois simplifiée depuis laquelle il suffirait de penser très fort à quelque chose pour que l'univers nous le dépose devant notre porte. La réalité est beaucoup plus subtile que cela. Nous ne contrôlons pas les autres. Nous ne contrôlons pas tous les événements non plus. Nous ne choisissons pas toujours non plus les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Mais nous participons profondément à notre expérience. À travers notre perception, à travers nos croyances, à travers les possibilités que nous sommes capables de voir
et surtout à travers les décisions que nous autorisons à prendre et à travers l'identité depuis laquelle nous rencontrons la vie. Et c'est peut-être précisément là que se trouve une partie immense de ton pouvoir. Pas dans le contrôle, mais dans la conscience. Je crois que nous avons été habitués à penser que notre identité est quelque chose de relativement fixe. Bien sûr, nous savons intellectuellement que nous pouvons évoluer, mais dans notre langage quotidien, nous parlons constamment de nous-mêmes comme si nous étions des définitions permanentes. Je suis comme ça, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas pour moi. Dans ma famille, on a toujours été comme ça. Je suis quelqu'un d'anxieux. Je ne suis pas faite ou fait pour apprendre. Je ne suis pas fait pour entreprendre. Je ne suis pas à l'aise avec l'argent. À mon âge, ce n'est plus possible. Ah, ça, je l'entends souvent. Et à force de répéter ces phrases, quelque chose de très particulier se produit. Nous cessons de les entendre comme des croyances. Nous commençons à les appeler « moi ». Pourtant, une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui notre personnalité est constituée des choses que nous avons apprises. Nous avons appris ce qui était possible ou impossible. Nous avons appris ce qui était valorisé. Nous avons appris ce qui était dangereux. Nous avons appris comment obtenir l'amour, de l'attention ou de la sécurité. Nous avons appris comment nous adapter à notre environnement. Et progressivement, ces apprentissages sont devenus des réflexes, puis des comportements, puis des habitudes, puis une manière de nous définir. Mais est-ce que quelque chose que tu as appris à être est nécessairement ce que tu es ? Cette question peut sembler très simple, mais elle peut changer énormément de choses. Parce qu'à partir du moment où je crois que mon identité est définitive, chaque changement devient une menace. Si je suis quelqu'un qui n'ose pas, alors oser devient presque incohérent avec l'image que j'ai de moi-même, n'est-ce pas ? Si je suis quelqu'un qui échoue toujours, chaque nouvelle opportunité risque d'être interprétée comme une nouvelle possibilité d'échouer. Si je suis quelqu'un qui doit se sacrifier pour les autres, prendre soin de moi peut provoquer de la culpabilité. Et ainsi, nous pouvons parfois protéger une identité qui nous fait souffrir simplement parce que elle nous est devenue familière. Même une prison peut devenir confortable lorsqu'on y a vécu suffisamment longtemps. Alors pourquoi cette croyance est incomplète ? Et c'est ici que j'aime faire une distinction entre ce que j'appelle l'identité par défaut et l'identité choisie. Alors l'identité par défaut, c'est celle qui s'est construite presque automatiquement à travers ton enfance, ton environnement, ta famille, tes expériences, tes blessures, tes réussites, tes échecs, les attentes surtout, les attentes des autres, la culture dans laquelle tu as grandi et surtout les interprétations que tu as données à tout ce que tu as vécu. Cette identité n'est pas forcément fausse et d'ailleurs elle est autant réelle que n'importe quelle identité que tu pourrais incarner dorénavant. Elle raconte tout simplement ton histoire. Elle contient les stratégies qui t'ont permis de survivre, de t'adapter, d'être accepté ou de te protéger. Mais elle n'est pas nécessairement l'expression complète de ce que tu es. Et c'est là que, pour moi, commence le véritable travail identitaire. Pas dans l'idée de fabriquer une nouvelle personne, celle de commencer à retirer progressivement ce qui n'a peut-être jamais été toi.
je trouve cette perspective profondément libératrice. Parce que nous passons parfois des années à chercher comment devenir quelqu'un. Plus confiante, plus disciplinée, plus riche, plus libre, plus intéressante, plus légitime. Comme si, quelque part, nous étions insuffisantes dans notre version actuelle et qu'il fallait absolument construire une nouvelle identité par-dessus celle qui existe déjà. Mais peut-être que la question n'est pas toujours « qui dois-je devenir ?» D'ailleurs, le mot « devenir » ne me convient pas. Peut-être que la question est plutôt « qu'est-ce que je peux arrêter de porter ?» Quelle croyance n'est plus à moi? Quelle peur ai-je confondue avec une intuition? Quelle habitude ai-je confondue avec ma personnalité? Quelle histoire ai-je transformée en identité? Ou bien quelle version de moi est simplement devenue familière? Parce que peut-être tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as peut-être simplement besoin de cesser d'être celle que tu n'as jamais été. Lorsque nous vivons depuis une identité inconsciente, elle devient comme une sorte de carte invisible. Elle nous montre certaines routes et elle en efface d'autres. Imagine deux personnes devant exactement la même situation. Une opportunité professionnelle, une rencontre, une rupture, un déménagement, un changement. L'une peut voir une possibilité, l'autre peut voir un danger. L'une peut se dire « je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver ». L'autre peut immédiatement chercher toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. La situation extérieure est peut-être la même, mais l'expérience intérieure est radicalement différente. Et surtout, les actions qui vont suivre seront différentes. C'est là que l'identité devient si puissante, parce qu'une croyance ne produit pas simplement une pensée. Elle influence ce que nous sommes capables de considérer comme possible, elle détermine parfois les questions que nous allons poser, les opportunités que nous allons remarquer, les personnes vers lesquelles nous allons aller, les décisions que nous allons nous autoriser à prendre et celles que nous allons éliminer avant même d'avoir essayé. Nous pensons parfois manquer d'opportunités alors que certaines opportunités sont simplement invisibles pour l'identité que nous sommes aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour nier les réalités extérieures. Il existe des contraintes, des injustices, des difficultés, des dangers même. Tout n'est pas une question de perception, bien sûr. Mais notre perception détermine profondément la manière dont nous rencontrons ce qui est là. Nous ne rencontrons jamais un événement complètement nu. Nous rencontrons toujours un événement à travers notre histoire, à travers notre mémoire, à travers nos croyances, à travers notre identité. Et lorsque cette identité change, quelque chose de fascinant peut se produire. La réalité extérieure n'est pas nécessairement changée, mais notre expérience d'elle change. Ce qui ressemblait à une impasse devient une possibilité. Ce qui ressemblait à une obligation devient un choix. Ce qui ressemblait à une perte devient une transition. Et ce qui ressemblait à un rejet devient une information. Et tout d'un coup, notre vie commence à s'ouvrir là où nous étions convaincus qu'elle était fermée. Alors j'ai pu personnellement observer cette mécanique dans ma propre vie, mais aussi de manière très claire chez les êtres humains qui m'entourent. Aujourd'hui, je connais une personne qui, lorsqu'elle regarde une situation,
qu'elle traverse, elle ne peut pas voir les possibilités. Mais moi, je peux voir à quel point une croyance peut devenir sa frontière invisible. Il peut y avoir devant elle une autre possibilité, une autre manière peut-être de fonctionner, une autre décision, une autre solution. Mais si cette possibilité n'existe pas sur la carte de son système de croyance, elle n'apparaît pas toujours comme une véritable option. Son esprit peut immédiatement chercher pourquoi cela serait compliqué, pourquoi cela pourrait mal se passer, pourquoi les autres pourraient mal agir ou réagir, pourquoi ça ne serait pas possible tout court. Et ce qui m'a profondément marqué, c'est de comprendre que cette personne ne refuse pas consciemment une meilleure vie, loin de là. Elle ne se réveille pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais volontairement choisir de souffrir ». Bien sûr que non. Mais son identité lui présente une certaine vision du monde. Et si quelque chose n'existe pas sur cette carte intérieure, comment pourrait-elle spontanément emprunter ce chemin ? C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Nous ne choisissons pas toujours entre deux possibilités qui existent. Nous choisissons souvent parmi celles que notre identité nous permet de percevoir. Et c'est une différence immense. Parce qu'à partir du moment où nous comprenons cela, nous pouvons arrêter de nous juger aussi violemment. Peut-être que ce que tu n'as pas échoué, peut-être que tu n'as pas échoué à voir quelque chose d'évident. Peut-être que ton identité actuelle ne t'avait simplement pas donné l'accès à cette perspective. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une identité peut évoluer. Elle peut bien sûr s'expandre. Elle peut apprendre à voir ce qu'elle ne voyait auparavant. C'est d'ailleurs ce que j'observe dans ma propre vie depuis des années. Je peux regarder une situation aujourd'hui et me rendre compte que quelques années plus tôt, je l'aurais interprétée complètement différemment. Pas parce que la situation aurait changé, mais parce que moi, j'ai changé. Et c'est précisément là que j'ai commencé à comprendre que nous ne vivons peut-être jamais exactement la même vie deux fois. Nous pouvons avoir le même appartement, le même travail, les mêmes habitudes, les mêmes personnes autour de nous. Mais si l'identité qui regarde tout cela change, l'expérience change aussi. Une seule compréhension peut déplacer quelque chose. Une conversation, une rencontre, une décision, une émotion. Et soudain, ce qui semblait impossible hier devient aujourd'hui une option. Et c'est ici que pour moi, tout commence à se rejoindre. Identité, souveraineté, création. L'identité est le point de départ. Parce qu'avant de vouloir créer une réalité, il faut commencer par regarder depuis quelle personne nous essayons de la créer. Est-ce que je veux réellement cette vie ? Ou est-ce que je veux une vie qui a été valorisée devant moi ? Est-ce que ce désir m'appartient ? Ou est-ce que j'ai simplement appris qu'il fallait désirer cela pour être considéré comme réussi ? Est-ce que je veux cette relation, cette entreprise, cette maison, cette manière de vivre ? Ou est-ce que j'essaie encore de reproduire une image qui semble fonctionner chez quelqu'un d'autre ? Et c'est ici que nous arrivons à une forme de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas contrôler absolument tout ce qui nous arrive. C'est d'ailleurs même loin de pouvoir le faire. C'est arrêter de donner au monde extérieur le pouvoir de définir qui nous devons être. C'est reprendre notre pouvoir là où il nous appartient réellement. Dans notre relation à nous-mêmes, dans nos choix, dans notre perception,
dans notre manière de répondre à ce que la vie nous présente. Je ne contrôle peut-être pas le terrain, mais je peux participer à la manière dont je l'habite. Et plus je comprends qui je suis, moins j'ai besoin de demander au monde extérieur qui je dois être. Alors, une trajectoire apparaît. D'abord, je commence à reconnaître ce qui est réellement moi et ce que j'ai simplement appris à être. Ensuite, je récupère le droit de vivre depuis cette identité. Et enfin, je commence à lui donner une forme dans la matière. À travers mes décisions, mon travail, mes relations, mon entreprise, mes projets, ma manière de vivre, la création devient alors une conséquence de l'identité et non plus une tentative désespérée de prouver sa valeur. C'est une nuance immense. Parce qu'il existe une différence entre créer la vie que je veux et créer la vie qui me correspond. La première peut être encore dictée par la comparaison. La seconde part de l'intérieur. Et parfois nous découvrons que ce que nous pensions vouloir n'était pas réellement ce qui nous correspondait. Nous voulions peut-être être riches parce que nous cherchions enfin à nous sentir en sécurité. Nous voulions peut-être être célèbres parce que nous voulions être reconnus. Nous voulions peut-être une relation parce que nous avions peur d'être seuls. Nous voulions peut-être réussir parce que nous cherchions encore à prouver quelque chose. Et c'est pour cela que le travail identitaire est si essentiel. Parce qu'il ne te demande pas simplement « qu'est-ce que je veux obtenir ?» Il te demande « pourquoi cette personne veut-elle cela ?» Depuis quel endroit intérieur ce désir est-il né? De l'expansion ou de la peur? D'une vérité ou d'un conditionnement? Et parfois la réponse est inconfortable, mais elle est profondément libératrice. Parce qu'à partir du moment où tu peux distinguer ce qui vient réellement de toi et ce qui vient de la peur, tu peux commencer à choisir autrement. Pas parfaitement, pas du jour au lendemain, mais consciemment. C'est là que la création de notre réalité devient beaucoup plus profonde que le simple fait de penser positif. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations devant un miroir alors qu'au fond de nous, une autre identité continue de diriger notre vie. Tu peux répéter « je suis libre ». Mais si ton identité profonde croit encore qu'elle doit obtenir l'approbation de tout le monde, tes paroles et tes comportements ne racontent pas la même histoire. Le véritable travail consiste à regarder cette contradiction, à comprendre d'où elle vient et à commencer progressivement à vivre depuis une identité plus cohérente avec ce que tu veux réellement expérimenter. Pour moi, c'est aussi là que la question du destin commence à changer. Je ne crois pas vraiment à l'idée d'un scénario complètement figé dans lequel tout serait écrit à l'avance et où nous n'aurions plus qu'à jouer notre rôle. Parce que cette vision peut facilement nous retirer notre pouvoir. C'est écrit, c'était mon destin. Je ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, je préfère parler de potentiel. Et peut-être que la conscience, l'âme, ou cette dimension de nous-mêmes que nous ne savons pas encore complètement expliquer, porte des potentiels à explorer, des directions, des thèmes, des qualités, des expériences. Mais sans nécessairement connaître chaque détail du chemin. Peut-être que nous savons
ce que nous souhaitons explorer sans savoir exactement comment nous allons le faire. Et dans cette vision, le libre arbitre retrouve toute sa puissance. Nous ne sommes plus condamnés à accomplir un destin. Nous participons à l'exploration d'un potentiel. Et cela explique peut-être aussi pourquoi nous pouvons changer autant au cours d'une seule vie. Nous avons parfois peur de changer parce que nous croyons qu'il faudrait trouver une fois pour toutes qui nous sommes. Mais l'identité n'est pas forcément une boîte fermée. Elle peut devenir plus vaste, elle peut intégrer de nouvelles dimensions, elle peut évoluer. Je peux avoir été une personne pendant 10 ans et évoluer profondément sans devoir rejeter celle que j'étais. Je peux garder ce qu'elle m'a appris, je peux honorer ce qu'elle a traversé et devenir plus vaste qu'elle. Je peux explorer la sécurité, puis la liberté, puis la création, puis la transmission. Je peux changer ma manière d'aimer, de travailler, de créer, de vivre. Et cela ne signifie pas que je me suis perdue. Cela signifie peut-être simplement que mon identité est devenue suffisamment grande pour contenir davantage de moi. Et c'est précisément là que je ressens aujourd'hui quelque chose de très personnel dans mon propre parcours. J'arrive à la fin d'un cycle de 9 ans avec cette sensation d'avoir récupéré une quantité immense de pouvoir. Lorsque je regarde les années qui viennent de passer, je ne vois pas simplement une succession d'événements. Je vois une trajectoire. Je vois différentes versions de moi, différentes compréhensions, différentes expériences. Et j'ai la sensation que derrière toutes ces informations, quelque chose m'a progressivement ramené vers moi. Aujourd'hui, lorsque je regarde cette nouvelle période qui arrive, je ne la vois pas comme un retour au même endroit. Je reviens avec une identité très différente. Et cette différence change tout. Parce que ce que je souhaite maintenant n'est plus simplement comprendre qui je suis. C'est déjà fait. Je veux donner une forme à cette identité. Je veux ramener l'invisible dans le visible. Je veux que ce que j'ai compris intérieurement puisse prendre forme dans la réalité, dans ma vie. À travers mon travail, mes choix, mon entreprise, mes créations, mes relations, ma manière de vivre tout simplement. Et pour moi, c'est cela l'incarnation. Ce n'est plus simplement savoir, c'est vivre depuis ce que tu sais. Et peut-être que la création de notre réalité commence précisément ici. Pas lorsque nous obtenons enfin ce que nous voulons, mais lorsque notre vie commence progressivement à devenir cohérente avec qui nous sommes réellement. Parce que lorsque l'identité devient plus consciente, la souveraineté grandit. Et lorsque la souveraineté grandit, les choix deviennent plus authentiques. Et lorsque ces choix deviennent plus authentiques, la création devient profondément personnelle. Alors notre vie cesse progressivement d'être une copie. Elle cesse d'être une tentative de correspondre ou elle cesse d'être une fuite. Elle devient tout simplement une expression unique de nous-mêmes. Et c'est aussi là que cette réflexion prend une dimension collective. Parce que nous voulons souvent changer le monde sans regarder l'être humain qui constitue ce monde. Nous voulons changer les systèmes, les mentalités, les comportements, les structures. Mais le collectif est composé d'individus. Et lorsqu'un individu transforme profondément son identité, quelque chose autour de lui commence également à changer. Ses décisions changent, ses relations changent, la manière dont il élève ses enfants peut changer.
l'entreprise qu'il crée peut fonctionner autrement. Les personnes qu'il rencontre peuvent recevoir quelque chose de différent. Et ainsi, progressivement, l'individuel participe au collectif. Cela ne veut pas dire que nous sommes responsables de tout. Cela ne veut pas dire non plus qu'une personne doit porter le poids du monde. Cela signifie simplement que nous avons plus de pouvoir que nous le croyons sur le parti de réalité à laquelle nous participons. Peut-être que le changement collectif ne commence pas toujours par une révolution extérieure. Peut-être qu'il commence par une personne qui cesse de vivre contre elle-même. Et si nous voulons une réalité différente, quelque chose de notre manière de fonctionner doit changer. Parce que si nous continuons à vivre depuis les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes identités, nous allons naturellement continuer à reproduire des expériences similaires. Non pas parce que nous sommes punis, mais parce que nous percevons, choisissons, agissons depuis les mêmes références intérieures. C'est pour cela qu'une identité limitante peut être si puissante. Elle peut nous faire croire que nous sommes limités. Nous pouvons prendre une peur pour une intuition, une habitude pour une personnalité, une histoire pour une identité, et même une circonstance temporaire pour une définition permanente de notre vie. Et à force de répéter ces interprétations, nous finissons par construire une réalité cohérente avec elle. Pas parce que l'univers est obligé de nous donner exactement ce que nous pensons, mais parce que nous allons naturellement vivre, choisir et agir à travers ce que nous croyons être vrai. Alors peut-être que créer sa réalité ne signifie pas fabriquer artificiellement le monde extérieur. Peut-être que cela signifie devenir consciente de l'angle depuis lequel nous participons à sa création. Nous ne sommes probablement pas les créatrices absolues de tout ce qui nous arrive. Mais nous ne sommes pas non plus des simples spectatrices impuissantes. Nous sommes des participantes, des interprètes, des décideuses, des créatrices, des exploratrices. Et notre identité agit comme une lentille à travers laquelle nous rencontrons la vie. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement te proposer quelque chose. Ne cherche pas à changer toute ta vie. Ne cherche pas à devenir une nouvelle personne avant ce soir. Observe. Choisis une situation qui revient régulièrement dans ta vie. Une situation dans laquelle tu te sens bloquée, impuissante, frustrée même. Ou peut-être toujours confrontée au même type de résultat. Et avant de chercher à savoir comment résoudre cette situation, pose-toi une autre question. Quelle identité est en train de regarder cette situation? Qui suis-je en train d'être ici? Quelle histoire est-ce que je me raconte? Quelle croyance est en train de définir ce que je considère comme possible ou impossible? Et surtout, si je cessais juste un instant de me définir à travers cette histoire, qu'est-ce que je pourrais voir que je ne vois pas encore? Ne cherche pas immédiatement une réponse parfaite. Observe simplement. Parce que parfois, la première transformation ne consiste pas à changer notre vie. Elle consiste simplement à voir que nous ne sommes pas obligés de continuer à regarder notre vie depuis le même endroit. Alors, revenons à notre question du début. Et si nous ne vivions jamais simplement la réalité, mais toujours la réalité à travers l'identité depuis laquelle nous la percevons? Je crois que plus j'avance, plus cette idée devient évidente pour moi. Nous ne créons pas nécessairement tout ce qui nous arrive, mais nous participons profondément à ce que notre vie
devient, à travers notre perception, à travers nos croyances, à travers les possibilités que nous sommes capables de voir, à travers les choix que nous nous autorisons, à travers les expériences que nous intégrons et surtout à travers notre capacité à évoluer. Alors peut-être que la question « quel est mon destin » n'est pas la plus importante. Peut-être que nous pouvons commencer par demander quel potentiel suis-je en train d'explorer ? Puis, qui suis-je capable de devenir en l'explorant ? Et enfin, qu'est-ce que cette identité souhaite créer dans la matière ? Parce que l'identité n'est peut-être pas une étiquette définitive. Elle peut être un espace vivant, un espace qui peut évoluer, grandir, s'expanser, intégrer, se transformer. Et peut-être qu'au fond, nous ne sommes pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Peut-être sommes-nous ici pour découvrir jusqu'où nous pouvons aller lorsque nous cessons de nous confondre avec tout ce que nous avons appris à être. Alors la trajectoire devient peut-être beaucoup plus simple. Identité, reconnaître ce qui est réellement moi. Souveraineté, reprendre le pouvoir d'être cette personne. Création, donner à cette identité une forme dans la matière. Et lorsque ces trois dimensions commencent à s'aligner, notre vie peut progressivement devenir une expérience sur mesure. Pas une copie, pas une conformité, pas une tentative de prouver notre valeur, mais une expression unique de nous-mêmes. Et peut-être que la création de notre réalité n'est finalement pas le fait de fabriquer le monde que nous voulons. Peut-être qu'elle commence lorsque nous devenons suffisamment conscientes de nous-mêmes pour pouvoir enfin rencontrer le monde depuis qui nous sommes réellement. Parce qu'à partir du moment où nous savons davantage qui nous sommes, la vie peut devenir ce qu'elle a toujours pu être. Un espace de possibilités, un terrain d'exploration, un ensemble de rencontres, de choix, de défis et de création. Une expérience dans laquelle nous découvrons encore et encore ce que nous sommes capables de devenir. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te retrouve dans le prochain épisode. Be the one. Et n'oublie pas, redeviens le centre de ta vie. Be the one.